Bonsoir à tous, nouvelle édition sur RTI 1 dans les titres de l'actualité. Le vice-président de la République peut à présent prendre connaissance du rapport annuel d'activité de l'inspection générale d'État. Timoko Méliète-Koné recevait ce jeudi Théophile Awandoli, le vice-président, a encouragé l'inspecteur général d'État à poursuivre sur sa lancée. La situation semble se rétablir progressivement ce soir. 4 câbles sous-marins auraient été sectionnés, entraînant ce jeudi une interruption des services Internet chez 2 opérateurs de téléphonie mobile majeurs. Outre la Côte d'Ivoire, où la situation était plus critique, ce jeudi, une dizaine de pays ont été également touchés. Et puis ouverture des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel ce jeudi. Plusieurs thématiques feront l'objet de réflexions au cours des séances plénières de l'institution. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Voilà pour les titres. La Côte d'Ivoire en partie coupée d'Internet. Ce jeudi, le calvaire a duré toute une journée, mettant à mal plusieurs activités économiques. Selon le régulateur, il s'agissait d'une panne sur des câbles sous-marins, des câbles sectionnés par inadvertance. Théophile Awandoli était ce jeudi à la présidence de la République. L'inspecteur général d'État a été reçu par le vice-président Timoko Méliète-Koné, à qui il a remis le rapport annuel d'activité de l'institution qu'il dirige. Le document retrace toutes les missions de contrôle et d'audit sur l'usage des deniers publics par les ministères, les établissements publics nationaux et les entreprises publiques. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Comme l'an dernier, c'est le vice-président de la République qui reçoit au nom du président de la République Alassane Ouattara le rapport de l'inspection générale d'État au titre de l'année 2022. Outre cette institution, ce document compile l'ensemble des activités menées par les organes de contrôle de l'ordre administratif. Chiffre à retenir, 225 missions d'audit et de contrôle réalisées en 2022 par ces entités. L'inspecteur général d'État dresse le bilan. Excellence, Monsieur le vice-président, je voudrais m'appesantir sur 2 points. Il concerne d'une part la multiplicité des audits commandés et ainsi que les problèmes de suivi des recommandations. Concernant le premier point, il nous a été donné de constater que des membres du gouvernement commandent des audits à des cabinets privés dans des structures qui viennent souvent à peine d'être auditées par l'IGE, ou l'IGF, ou la CEADP. Cela pose des problèmes. En ce qui concerne les recommandations formulées, il y a au total 102 recommandations. Sur ce nombre, 71 ont été mises en œuvre, soit une réalisation de 70%, qui est en hausse par rapport à 2021, qui était 67%, mais surtout en grande hausse par rapport il y a à peine 5 ans où on était à 40% de réalisation. Cette performance, si on peut le dire ainsi, l'a été grâce à l'appui de son Excellent Monsieur le Président de la République. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République encourage les organes de contrôle à demeurer sur cette lancée. Ériger la bonne gouvernance en règle d'or dans l'administration publique est à ce prix. Ce rapport, qui résulte des efforts conjugués de tous les organes de contrôle et de l'ordre administratif, constitue une excellente base d'appréciation du bon fonctionnement de nos services administratifs et en particulier de l'utilisation transparente des deniers publics en vue de la prise de décisions appropriées. Je vous encourage donc à poursuivre et à généraliser, comme la loi vous le recommande, l'institution de contrôle et d'audit interne. C'est ainsi qu'il nous sera possible de parvenir conformément à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République au développement d'une administration plus performante et plus engagée, capable d'opérer les changements pour devenir un puissant catalyseur au service du secteur privé, des régions et des citoyens. Je vous encourage également
à mettre en œuvre toutes les activités inscrites dans le cadre du schéma directeur de la réforme des finances publiques. Je voudrais vous assurer que les constats et les dysfonctionnements relevés dans les rapports que je viens de recevoir, ainsi que les recommandations formulées, feront l'objet d'un compte-rendu fidèle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour assurer cette mission de contrôle des deniers publics, l'Inspection générale d'État est appuyée par l'Inspection générale des finances, les inspections générales des régies financières, les inspections générales des ministères et la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques. Je vous le disais il y a quelques instants, avec une situation qui semble se rétablir progressivement ce soir, une panne générale d'Internet a frappé le pays ce 14 mars. 2 opérateurs majeurs de téléphonie mobile ont été touchés par la section d'un câble sous-marin. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Email, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp ou encore activités de services en ligne. Vous êtes nombreux à avoir constaté depuis ce matin des problèmes de connexion Internet. J'ai remarqué que depuis ce matin, il n'y a pas de connexion. Parce que j'avais essayé de travailler le matin. Il y avait un exercice d'anglais à faire ce matin. On est parti en salle d'informatique aussi, il n'y avait pas de connexion. Jusqu'à ce soir, la connexion ne passe pas. Depuis hier nuit même, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. D'abord, on a voulu commander Yango, donc tout est bloqué. Ça veut dire sans Internet, mais on ne peut pas travailler. On ne peut même pas traiter les commandes parce que nous, on travaille beaucoup avec la connexion. C'est les clients particuliers qui arrivent à garder le numéro qui nous appellent. Honnêtement, tout découragé, je rentre à la maison parce que là, j'ai perdu ma journée. Pour nous qui travaillons sur le digital, ça a réellement un impact parce que c'est d'abord l'interactivité. C'est aussi donc alimenter en fait, nos plateformes en information en continu. Donc depuis 8 heures, on va dire qu'on a privé le public ivoirien en fait, d'informations. Sur le terrain, non loin du carrefour Aquaba cette fin de journée, le groupe MTN a voulu expliquer à la presse les causes de l'incident. Il faut indiquer que le câble qui a été sectionné est un câble sous-marin. Seulement, c'est qu'il a 2 parties. Il y a une partie terrestre et il y a une partie sous-marine. La partie terrestre a été sectionnée, comme je le disais, le mardi. Et quand la partie terrestre a été sectionnée, le mardi, le mercredi, nous avons perdu l'ensemble de nos services le mercredi. Ainsi, comme tout bon opérateur, nous avons une liaison secourue que nous avons aussi avec certains de nos partenaires. Et cette seconde liaison secourue passe aussi en mer. Elle a été encore coupée ce matin aux environs de 8 heures. À cette heure, une dizaine de pays africains sont impactés par cette coupure. Les maisons de téléphonie mobile multiplient les excuses auprès de leurs clients. Comme vous le voyez derrière nous, nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. À la suite de cela, certainement que le trafic va remonter, mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. Les travaux engagés devraient courir sur 1 semaine pour permettre le rétablissement complet de la connexion Internet. Un bug général qui interpelle au plus haut niveau. Sur le sujet, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation a produit un communiqué. On retrouve le récit d'Abou Sanogo. Depuis plusieurs heures, il nous a été donné de constater de fortes perturbations du service Internet sur toute l'étendue du territoire national. Les abonnés de plusieurs opérateurs se trouvent affectés par cet incident. Les premières investigations montrent des coupures inhabituelles de câbles qui sont intervenues à la fois au niveau local en raison de travaux de voirie au carrefour Aquaba et au niveau international sur plusieurs câbles sous-marins. Au niveau local, toutes les dispositions idoines sont en train d'être prises pour effectuer les réparations nécessaires. Les groupes internationaux, opérateurs des câbles sous-marins, ont quant à eux informé leurs clients des dispositions qu'ils prennent en ce moment même pour rétablir la connectivité sur leurs installations. Il faut noter que l'incident sous-marin affecte plusieurs pays de la côte ouest africaine. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, qui a pris toute la mesure de la criticité de cette situation, a aussitôt mis en place une cellule de crise afin de suivre l'évolution de la situation et de s'assurer du rétablissement du service Internet dans les meilleurs délais. L'autorité de régulation des télécommunications TIC assure le suivi avec les opérateurs et les parties prenantes.
Par ailleurs, le directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation était ce soir l'invité du journal de 20h. Répondant aux questions de Fatou Fofana, Olivier Avoa a apporté quelques précisions. On l'écoute. Nous avons un opérateur local, notamment MTN, qui a un câble qui passe par le carrefour donc Akwaba, où se déroulent actuellement des travaux de génie civil. Et donc, ce câble a été sectionné par ces travaux-là. Mais vu que les opérateurs ont toujours des solutions secours, donc pour assurer la redondance et la continuité donc, du service, l'opérateur, au moment où donc, il voulait recourir donc, au câble secours, ben, nous apprenons contre toute attente donc, des câbles sous-marins, principalement qui desservent donc la Côte d'Ivoire et toute la côte ouest africaine, ont subi des dommages de nature donc, qui restent à être déterminés. Mais donc, il faut comprendre qu'au total, c'est 5 câbles qui desservent donc Abidjan, la Côte d'Ivoire notamment, et 4 câbles sous-marins sur ces 5 ont subi donc, des incidents. Et voilà, donc, cela a eu pour impact donc, de faire tomber Internet sur toute la côte ouest africaine. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a subi ce dégât. Hein. C'est plusieurs pays donc, qui sont sur la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, le Togo, le Ghana, et même l'Afrique du Sud. Voilà, tous ces pays-là, en tout cas, ont eu leur connexion Internet complètement affectée par cette situation regrettable. Dès que la situation a été donc reconnue, avérée, parce qu'au départ, on pensait tous que c'était des petits bugs qu'on avait sur nos téléphones, donc on a lu, on éteint, etc. Et puis on s'est rendu compte, en fait, donc le régulateur a contacté les opérateurs et il a été donc établi qu'il y avait une situation délicate à gérer. Donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, à travers donc, le ministre, a mis en place un comité de crise, donc qui comprend le régulateur, l'autorité de régulation, la TCI, les opérateurs et toutes les parties prenantes. Et nous avons travaillé ensemble, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un opérateur qui a encore son câble qui est entier, qui fonctionne, bien, il y a une solution de mutualisation, c'est une solution intermédiaire de mutualisation de tous les opérateurs vers cet opérateur-là qui donc, leur fournit donc, des capacités voilà, qui permettront d'assurer le service minimum le temps qu'une solution plus durable soit trouvée à cette situation. La situation est en train de se normaliser. Autre chose à présent, la première session ordinaire de la Chambre consultative du CESEC, le Conseil économique, social et environnemental, s'est tenue ce matin. Dans son allocution inaugurale, son président, le docteur Eugène Akaawele, a annoncé des couleurs. Des problématiques sur l'environnement et sur l'économie numérique marqueront cette première session. Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akanda. C'est reparti avec les assemblées plénières au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Le président de l'institution, dans son allocution d'ouverture, met en mission des commissions permanentes qui vont examiner des thématiques en lien avec les populations. 3 thématiques d'intérêt majeur pour notre nation seront au cœur de nos réflexions. La question du changement climatique en raison de son impact sur la vie socio-économique et remettant en cause la survie de notre planète et qui fait l'objet de tant de réflexions, notamment à la COP28 qui s'est tenue à Dubaï en décembre 2023. Le développement numérique, pour lequel notre pays ne devrait se mettre en marge et qu'il doit absolument saisir puisqu'il constitue la nouvelle révolution mondiale qui offre de réelles opportunités économiques. L'habitat durable, pour améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant un cadre de vie plus sain et respectueux de l'environnement. Cette première session inaugurale de l'année en cours est aussi le lieu pour le président du CESEC de réaffirmer sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé. Aussi,
Eugène Aka-Awele se réjouit-il de la notoriété internationale acquise par son institution? Nous sommes heureux de vous annoncer que notre pays a été retenu par l'ICC pour abriter une réunion hybride, à la fois le conseil d'administration de l'ICI et également l'atelier de l'OIT, et ce sera le 30e mai et 1er juin 2024. Par ailleurs, le CESEC entend prendre toute sa part dans l'organisation des 20 ans de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCESIF. En ce qui concerne l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, UCESA d'Afrique, le CESEC entend poursuivre la dynamique dans laquelle elle est inscrite. Plusieurs personnalités de haut rang ont rehaussé de leur présence à la cérémonie. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du chef de l'État, salue l'ouverture de cette première session. Je sais que le président de la République fait confiance au président du CESEC et que tous ces travaux seront menés à bien et qu'ils donneront des avis tout à fait constructifs pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Eugène Aka-Awele n'était pas seul à cette cérémonie. 2 de ses homologues africains ont répondu présents à son invitation. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, de la République démocratique du Congo, et son homologue du Tchad, Adelkerim Amadaye Bakit, étaient représentés par sa vice-présidente. Des réactions, il y en a eu au sortir de la rencontre. Je vous propose de les écouter au micro de Marie-Chantal Akondan. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, les présidents des 2 chambres parlementaires ivoiriennes. Nous attendons donc du Conseil économique, environnemental, culturel de pouvoir donc faire des propositions, d'être une force de proposition pour l'exécutif, à l'effet donc d'accompagner l'exécutif dans ces différentes orientations, aussi bien au plan énergétique, climatique. L'État, il est un. Les institutions de la République ont pratiquement les mêmes objectifs. Mais en plus de cela, nous avons un devoir vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et vis-à-vis des Ivoiriens d'accroître ou de contribuer à l'élargissement, à un plus grand rayonnement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et encourager les investisseurs étrangers, les partenaires au développement à venir en Côte d'Ivoire, à nous aider à conduire notre beau pays vers le développement. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels ont une nette idée de ce que sera leur mission au cours de cette session. Aujourd'hui, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire a une grande visibilité, une grande crédibilité à travers le monde et en Côte d'Ivoire. Nous allons travailler avec acharnement pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire durable, une Côte d'Ivoire solidaire pour toute la population, quels que soient les rangs. Le Conseil économique et social, en tant que chambre d'experts, donnera des avis à l'exécutif afin d'accélérer ce processus de mutation et de transformation de notre économie, mais de notre société, qui doit tenir compte des contraintes environnementales. Du sport, du football avec le trophée de la CAN 2023 qui était au village d'Ebimpe ce jeudi. Il a été présenté aux populations par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Aux villageois, le chef du gouvernement a adressé des mots de remerciement pour leur engagement et leur soutien pour le succès de la compétition. Alexis Ouedraogo. Ebimpe, retour là où tout a commencé. Le village, mobilisé depuis les aurores, avec ses chefs en premier, venus d'Anyama et de Brofedoumé, a soif de célébration, lui qui, le 7 novembre dernier, donnait sa bénédiction pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations sur la terre de ses ancêtres. La mascotte de la CAN ne peut s'empêcher d'esquisser des pas de danse qui ont construit sa célébrité. Ebimpe accueille dans la ferveur le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, à la vue de Dame Coupe d'Afrique. C'est l'extase au sein des populations, le mercure tombé, place aux échanges de civilité dans la pure tradition locale. Les nouvelles sont bonnes et simples, venir présenter aux populations d'Ebimpe le trophée continental chèrement conquis. Grâce à vos prières, pendant toute la compétition, nous n'avons reçu aucune goutte de pluie. Nous avons commencé la compétition
ça avait bien commencé. Troisième match, c'était gâté. Mes parents de Mbempe m'ont appelé pour dire au chef de l'État que rien n'est gâté. À l'occasion de notre visite, vous nous avez dit que si Dieu le veut, le jour où vous aurez la coupe, revenez ici, en ce même lieu, pour nous présenter la coupe. Nous avons donné notre accord. Le président de la République nous envoie vers vous pour vous demander deux choses. Premièrement, de remercier le Seigneur qui a écouté vos prières. On acclame le Seigneur. Deuxièmement, de continuer de prier parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. Vous avez demandé à voir la coupe. Voici la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons vous présenter cette coupe. On va remettre au chef officiellement au nom du chef de l'État. Je vous remercie. Au nom des populations des Bimpe, la chefferie traditionnelle ne manque pas d'exprimer sa joie pour cet acte de reconnaissance initié en sa faveur. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour votre grande proximité envers les populations des Bimpe. Merci pour votre sens élevé du management et de la gestion des ressources humaines qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire de gagner sa 3e étoile. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de traduire la reconnaissance des populations des Bimpe et plus généralement des populations d'Anyama et de Brofo-Dumé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est sa grande vision et sa clairvoyance qui ont permis la réalisation de toutes ces infrastructures qui font la fierté de notre pays et la rendent si visible sur la carte du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, et Bimpe et Anyama vous disent merci. Au terme de la cérémonie, la clé du village a été confiée au Premier ministre Robert Begré-Mambé sous les ovations des populations. Vous avez reconnu la voix d'Herman Guivé. On parle maintenant de sécurité pour le renforcement de l'engagement civilo-militaire dans le nord du pays. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du Royaume des Pays-Bas et des États-Unis pour amplifier la gouvernance sécuritaire locale. Une signature de convention notifiant un important apport financier a eu lieu ce jeudi. Notre reporter Abou Sanogo nous parle d'une enveloppe de près de 500 millions de francs CFA. On regarde son compte-rendu. Signature de partenariat d'un montant de 742 500 €, soit près de 500 millions de francs CFA. Le Royaume des Pays-Bas marque ainsi son engagement auprès de la Côte d'Ivoire pour le renforcement sécuritaire local dans le nord du pays. Il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix ni de développement sans la sécurité. Donc investir dans la sécurité et la relation entre les civilo-militaires, c'est essentiel de maintenir la paix en Côte d'Ivoire et même dans la région. L'accord s'inscrit dans le cadre du projet Résilience pour la paix, piloté par l'Agence pour le développement international des États-Unis, à l'effet de mettre en place une stratégie dirigée par les civils à l'endroit des communautés pour la prévention de l'extrémisme violent. Nous avons déjà un programme Resilience pour la paix, un investissement par le peuple américain de presque 300 millions de dollars dans les 5 pays de la côte ouest. Ce partenariat avec le Royaume des Pays-Bas donne l'occasion de vraiment faire une complémentarité de deux grands partenaires de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, de faire tout ce qu'il faut pour avoir le développement et la sécurité en même temps. Une tripartie bénéfique à la Côte d'Ivoire, selon Amani Ippo, représentant le Conseil national de sécurité. Il est aujourd'hui, après toutes les études, établi que l'extrémisme violent ne se combat pas seulement avec l'armée, mais qu'il y a une forte implication des populations qui est nécessaire
pour juguler le fléau. Ce mémorandum qui vient d'être signé va permettre le renforcement des capacités, non seulement des communautés, mais des cellules civilo-militaires qui permettent donc de fédérer l'action des militaires et des populations dans le cadre de cette lutte. Cette signature marque le lancement du projet Partenariat innovant pour le renforcement de l'engagement civilo-militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une note de santé avant de poursuivre. Chaque 14 mars, célébrer la journée mondiale des reins. 800 millions de personnes dans le monde sont concernées par les maladies chroniques telles que le diabète. En Côte d'Ivoire, 13% de la population sont touchés. Les cas critiques ont recours à la dialyse. Les médecins recommandent de surveiller sa glycémie qui doit être inférieure à 1 gramme et de faire un examen urinaire une fois par an pour préserver sa santé rénale. On parle maintenant de politique et direction dans la région du Bafing où les populations de Touba ont rendu un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara. Des populations qui tenaient à saluer les actions de développement du chef de l'État à qui elles ont exprimé leur reconnaissance. Le récit d'Abou Sanogo. C'est à la place Alassane Ouattara de Touba que la population de la cité de l'Arbre Céleste se sont retrouvées pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions opérées dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations et du développement local à travers le conseil régional du Bafing dans les 3 départements, à savoir Touba, Ouaninou et Koro, dirigé par Mamadou Sanogo. Des résultats salués par le représentant du Bafing à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Par ailleurs, le chef des chefs du Bafing soutenu par les 380 chefs du Bafing. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce à lui. C'est pour ça même qu'ils sont venus pour montrer effectivement qu'ils sont là pour le président. Le représentant du président du directoire du RHDP et du ministre d'État, ministre de la Défense, s'est félicité de la grande mobilisation des populations et les a invités à rester unis et soudés derrière le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara nous démontre encore une fois que pour réussir de grandes choses, il nous faut cultiver des valeurs telles que le travail, le pardon, l'humilité, la solidarité, la générosité. Oui, célébrer le président de la République, c'est aussi faire sienne ces valeurs. Le président du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo, tout en remerciant les populations pour sa réélection à la tête du conseil régional, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous sommes des fidèles d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sous-préfecture qui n'a pas de collèges de proximité. Nous n'avons pas de sous-préfecture qui n'a pas de route reprofilée. Nous n'avons pas de sous-préfecture où il n'y a pas d'ambulance. Vous voyez, c'est le bitumage partout, c'est le changement social rapide qui a été opéré partout. Nous le sentons même au quotidien. C'est la valorisation des produits agricoles, c'est la valorisation des ressources humaines. Nous avons réuni nos frères pour venir dire à tout le monde il faut le magnifier et que désormais sa candidature soit sollicitée. La cérémonie s'est achevée par un giga-concert qui a vu la participation de plusieurs artistes de renom. Un mot de religion pour terminer. Dans la région du Sud Comoé, un membre du CESEC a offert des vivres à la communauté musulmane. Il s'agit de sucre, de riz et de lait pour aider les fidèles musulmans à vivre le ramadan, des dons estimés à environ 40 millions de francs CFA. À Grand Bassam, le reportage de Moussa Konaté. 600 sacs de riz, 300 packs de lait, 300 cartons de sucre. En plus de ces vivres, 15 millions de francs CFA en espèces. C'est le don fait par Ibrahim Magassa, conseiller économique, social, environnemental et culturel, cadre du Sud Comoui, à la communauté musulmane de la région. Ça fait la 12e fois que notre frère Ibrahim Magassa fait le don. Nous, les imams du Sud Comoui, prions pour lui, pour que Dieu puisse l'assister à tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane, y compris la population même du Sud Comoui. Au total de ces dons, environ 40 millions de francs CFA. Ce sont plus de 300 mosquées de la région du Sud Comoui qui vont bénéficier de cet acte de solidarité. C'est d'abord dire au donateur merci et Allah qui lui a permis d'avoir la chance de nous donner aujourd'hui. Nous demandons à Dieu qu'il assiste aussi
Parce que ça ne s'arrête pas qu'aux imams, ça ne s'arrête pas qu'à nous. Nous recevons, mais ce n'est pas nous qui allons consommer ça nous seuls. Et la communauté doit bénéficier de ça. Avant la remise de ces dons, les fidèles ont procédé à la lecture intégrale du Saint-Coran. Aussi, des prières et bénédictions ont été faites pour la stabilité dans le pays. Ainsi se referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1.